Oui, bonjour. Bienvenue à l'émission Le Peuple métis. Aujourd'hui, nous allons parler de Louis-David Riel. Mais avant de parler de Riel, on va commencer par parler là où ce que tout a commencé, c'est-à-dire à l'île Saint-Ignace, l'île du Pas, dans la région de Berthier. Pour ce faire, j'ai avec moi Jean Morissette, professeur de l'Université à la retraite, maintenant habite Saint-Michel-de-Bellechasse. Il est gentleman farmer, qu'on pourrait dire. Oh! Oh! Et aussi Bruno Lalonde, qui est libraire et éditeur. Messieurs, qu'est-ce que vous diriez si, pour commencer l'émission, on parlait des sources, des racines profondes du Québec, de Louis Riel, avec ses ancêtres? Comment arriver à faire un lien avec Louis Riel du Manitoba et nous autres sites au Québec? C'est quoi la relation? Pourquoi qu'on est passionné par ce Louis Riel-là? Je vais laisser Jean répondre. Le Québec, c'est pas le Québec, d'une part. C'est le Canada d'origine. C'est ici que tout a commencé. Et le Canada actuel des Anglos, c'est pas non plus le Canada. C'est un grand territoire métis. Absolument. Qui est né du fleuve et du cousinage du fleuve avec le Mississippi et avec toutes les autres rivières. Alors au départ, ce qui deviendra le Manitoba était pas plus loin d'ici, de Masquinongé, dans le fond, que pouvait l'être Cabano, mentalement, que le Témiscouata. C'était des terres qui étaient parcourues par, à l'époque, si on se met au 19e siècle, début du 19e, par ce qu'on appelait les Canadiens, qui pour les autres étaient souvent, des sauvages blancs ou quelque chose comme ça. Pour Riel, le père Riel, hein, c'est celui qui est arrivé ici. Le père grand-père, Riel, le premier, l'arrière-grand-père, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. D'Irlande. On dit qu'il était venu d'Irlande. On dit ça, mais c'est un petit peu faux, je pense. Je sais pas. On dit qu'il était irlandais de souche, mais d'autres disent qu'il était breton aussi par rapport à son nom. C'était des familles de France qui vivaient en Irlande. C'est ça. Mais qui ne parlaient pas irlandais pour autant ni anglais. Probablement. Parce que c'était une époque où il y avait beaucoup de liens. Mais ce qu'on sait, c'est que qui est certain, c'est qu'il est en France en dernier. Il s'est enregistré dans la marine, là-bas, dans l'armée. Puis il a fait partie. Qu'est-ce qu'il a emmené ici? Il faisait partie du régiment de Lavaltrie, du seigneur de Lavaltrie. Oui. Puis, c'est ce qu'il a fait, je pense, en 1672, quelque chose comme ça. Il s'est emmené ici, au Québec. Puis, il s'est installé à l'île du Pas, dans notre région. Et c'est tout là que ça commence, cette histoire. C'est intéressant, l'île du Pas, parce qu'il y a le Pas aussi au Manitoba. Ah ouais? Ben oui. Je savais pas. Il y a un lieu qui s'appelle... mais en anglais, ils disent « the pass ». OK. C'est le pas. Alors, ce pas-là, il vient du premier pas. Ouais. À toi. À toi, Je vais continuer parce que j'en savais davantage que moi. Mais la question, c'est de savoir l'ancêtre Riel qui est venu ici. Il venait d'une certaine famille, puis il est venu assez tard par rapport à toutes les familles souches du 18e siècle. Il est arrivé en 1672. 1672? Il n'est pas venu tard. À ce moment-là. Non, c'était pas si spécial. 1630, 1640. Il était là avec la véranderie, à la même époque que dans l'île du Pas, il était ensemble. Puis ils ont parti dans l'ouest, une partie de... Mais Jean-Baptiste, qui est arrivé d'Irlande, il a marié une petite coutue de Lavaltrie à ce moment-là, qui fait partie de mes ancêtres aussi. Puis ils ont eu des enfants, ils ont eu 14 enfants. Dans ces 14 enfants-là, il y en avait un autre, Jean-Baptiste. Ils sont tous donnés à la main, là, tu sais. Il y a eu 4 générations, là, 3 générations. De Jean-Baptiste. D'Irlande. Mais le dernier qui était ici, qui est parti vers l'ouest, c'est Jean-Baptiste qui avait marié une bouchée montagnaise de cette époque-là. Puis là, il est arrivé... Il s'est marié dans l'Ouest. Et déjà, Louis Riel, il était là-bas, le père. Oui. Puis, bon,
Il s'est marié aussi avec Julie Lagimodière, je pense. Oui. Lagimodière. J'ai regardé Lagimodière. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner à ce nom-là. Il y en a qui s'appelaient Lagimodière, d'autres Lagimodière, pas Lagimodière, il n'y avait pas de D. Puis l'autre, c'est un V, la vie maudière. Je trouvais ça drôle de voir comment je ne sais pas si c'est l'écriture de l'époque, en fait, que le nom se transforme à un moment donné à différentes façons. Mais c'est évocateur, c'est la Gimaudière. C'est ça. C'est le nom d'un poème. Ouais. Avec 14 enfants, le poème, peut-être. c'est évocateur, c'est beau, c'est des belles sonorités. Ouais. Ouais. Puis là est né Louis-David Riel. Ben, disons, le David est venu plus tard, parce que c'est lui-même qui se l'est ajouté. Il faut quand même le dire. Se reconnaissant une filiation avec le peuple élu, le peuple juif, mais ça, je vous laisse... Donc, c'est Louis Riel. Le David, il se l'est donné lui-même. Mais c'est important ce que tu dis, Bruno. Quand tu me parles de vouloir dire David Riel par rapport au peuple juif, ouais. Et ça devient important quand on le traite plus tard de mental, de tout ce qu'on voudra, d'illuminer. Mais il faut comprendre que ce bonhomme-là, sa mère, Julie, à part ses preuves, était une religieuse. Elle était dédiée à ça, à faire une religieuse. Chez eux, c'est élevé de façon religieuse à l'extrême. Tu sais, ça fait partie de sa vie, ça. Ouais. Je dirais, si vous permettez, avec le fait qu'il ait adopté un nom juif prouvait aussi d'une certaine façon qu'il se dégageait de l'antisémitisme rampant de l'Église catholique, sinon rampant, sinon virulent. Et déjà en soi, de revendiquer un héritage spirituel juif, c'était presque hérétique aussi d'une certaine façon. Mais le nom qui s'était donné, c'était Louis-David Riel ex-Vidat. Ouais, mais ça a été plus tard. Plus tard, mais c'était sorti du troupeau. Ouais, exactement. Mais ça a été, je dirais, le pas supplémentaire qu'il a fait. Quand il a voulu, entre guillemets, créer sa propre religion, là, si on peut dire. Donc, c'est ça. Je voulais juste souligner ce fait-là que d'avoir adopté le prénom de David, ça signifiait quelque chose et ça fondait quelque chose au niveau philosophique. Oui, mais David, c'est un prophète. C'est un prophète. C'est le sens prophétique et peut-être, j'anticipe, peut-être un tout petit peu chamanique. Un tout petit peu. Pas à ce moment-là, mais quand plus tard il sera au Montana, pays métis, essentiellement métis, quand Riel sera exilé et mis au Montana. Je suis allé au Montana où était Riel, dans un vieux ranch, là, où il y a eu une mission. C'est une mission énorme. Et on n'a jamais dit, on s'est jamais posé la question à propos des étudiants de Riel. C'est tout des bêtises. Bien sûr. C'est évident, là. C'est pour ça qu'on ne pose pas la question. Mais c'est là qu'il y a eu une transformation. On anticipe dans l'esprit de Louis Riel. Louis-David, celui de Louis Riel, c'est que il était vraiment, tout à coup, il y avait une liberté de penser. Et là, on le voit dans ses poèmes qui disent les gros ventres ne sont pas des gros ventres, les Sioux ne sont pas des Sioux, etc. Où on retrouve tous les noms d'origine. Alors, c'est pour ça que je lis un petit peu David, après coup, Ariel, quand il se déclare prophète du Nouveau Monde. Bien sûr. À ce moment-là, c'est plus que le prophète David. Bien sûr. Ça dépasse. Oui, puis je voulais faire ressortir cette partie-là de lui, là, parce que tout le long de sa vie, je pense que ça va avoir une très grosse influence sur son agissement, tout ce qu'il va entreprendre, jusqu'à sa mort. Je pense que ça va transpirer de lui, cette religion-là, là, cette croyance-là, ou appelons-la comme vous voulez, là, tu sais, ça va être présent tout le temps dans sa vie. Ça va être quelque chose qui va le suivre continuellement. Jusqu'à sa mort, on va le traiter de toutes sortes d'affaires plus tard, là, mais on va y venir à ça. Bon, on peut parler à partir de ce moment-là. Bon, OK. Oui, il y a eu une enfance sur le bord de la rivière Rouge, comme tous les autres enfants. Tard d'enfant, il traversait le bord de la rivière, il s'amusait, il allait jouer.
jusqu'au jour où il décide d'aller faire des études. Monseigneur Taché, je pense, qui l'a approché. Il voulait, parce qu'il trouvait brillant, il voulait faire des études. Bon. Pour qu'il devienne curé. Pour qu'il devienne curé. Alors, on voit là que le David ressort toujours en lui à un moment donné, là, parce qu'il accepte ça, Louis Riel, de devenir curé, puis de s'en venir étudier à Montréal. Mais là, ça va changer, des choses vont changer. Il est arrivé à Montréal à l'âge de 10 ans, hein, si je ne m'abuse. Non, plus tard que ça? Un petit peu plus vieux que ça, parce que... Je pense que c'est 12 ans, pas loin, qu'une affaire comme ça. Au tout début. Okay. Au début de l'adolescence. Au tout début, quand tu commences le classique, là, les éléments d'attention. Et il est resté 10 ans. Hein, de l'âge de 12 ans. De l'âge de 12 ans jusqu'à 22 ans. À Montréal, oui, il est resté longtemps. Ouais. Mais il n'a pas toujours été au collège, là. Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, là. C'est un élève turbulent, j'ai cru comprendre. Ben, c'est quelqu'un qui racontait des histoires pour épater tous ses petits collègues. Là, il racontait des histoires d'Indiens? Ce qu'il avait connu. Je sais pas si c'est des histoires d'Indiens qui existaient à l'époque, moins que les Indiens. Ouais, les Indiens ont existé avec les films de cowboys. Dans ce temps-là, c'était autre chose. Là. Il racontait des histoires comme d'autres qui venaient de Chicoutimi. Tu sais, j'aime ça faire ces liens-là, parce que c'était... À ce moment-là, il y avait une unité qui est disparue par la suite. Donc, quand on parle du Manitou... Tu parles d'une unité géographique. Oui, puis d'une unité mentale entre tous les métis, les Canadiens et tout ça, ça partait des mêmes, pour employer un mot d'époque, des mêmes engences. Ouais, on se reconnaissait tous. Les métis... coup d'œil, on savait à qui on avait affaire. Oui, puis les métis, c'est des gens qui racontaient aussi. Là, ils aimaient ça. Ouais. Comme il dit, là, comme au Lac-Saint-Jean, les Chicoutimi, ça raconte. Là. Oui. Oui, ça raconte pas mal. Mais c'est Saint-Sulpice, il a lâché à un moment donné. Il a trouvé que c'était pas sa place, vraiment, je pense. Hein? Il a changé, il s'est allé au couvent des sœurs. Chez les sœurs. Il résidait là, mais parce qu'il réussissait bien, il avait des bons résultats. Oui, il avait très bons résultats. Mais il trouvait ça sévère, je pense. Il trouvait ça sévère comme les autres trouvaient ça sévère. Mais c'était pas un fils de petit bourgeois non plus. Là. Non. Il entrait dans une société montréalaise, mais qui était comme... Fermée? C'était la société dont il avait entendu parler. Il est devenu amoureux un peu de la couleur bleue de la chapelle à Saint-Sulpice, là, parce qu'il l'avait toujours vu, je sais pas, dans des images, et tout à coup, il arrive dans le grand centre qui est Montréal. Il serait venu de Saint-Louis, Missouri, où il y avait pas mal de métis, ou il serait venu de la Louisiane arrivant à Montréal, ça aurait été la même chose, là. Ouais. Faut pas créer quelque chose d'artificiel par rapport. Non. Sauf qu'il était populaire, en plus de ça. Il était populaire. Il y a un juge qui a écrit sur lui, là, un juge, j'oublie son nom, qui était son collègue là, en syntaxe ou méthode, versification. Et il aimait écrire, c'est ça. Oui, il aimait écrire. Il commençait à faire des vers, puis il aimait vraiment, vraiment écrire. Et ça, c'est important parce que c'était pas permis. C'était pas prévu par l'histoire qu'un grand ticu métis de l'Ouest fasse de la versification. Bien sûr. Pour ses études, quand il s'est en allé à un moment donné, je ne sais pas dans quelle communauté, je ne me souviens plus, mais je sais qu'il est allé chez les sœurs, les religieuses. Il est allé je pense que les sœurs grises. Les sœurs grises, oui. Mais là, ça n'a pas fait bien non plus, parce que ce que je crois qui est arrivé, ce que j'ai appris, moi, dans son histoire, c'est que il était quasiment renvoyé là, du collège, là, parce qu'il n'allait pas au cours, il s'intéressait. Tu sais, c'est une époque politique qui était... Il y avait les confédérés, il y avait les anticatholiques, il y avait toutes sortes d'affaires à cette époque-là. Puis il a embarqué plus là-dedans que dans ses cours. Puis il manquait souvent, apparemment. Mais il devient amoureux aussi. Il devient amoureux, oui, aussi en même temps. Pour la première fois, là, son premier amour. Amoureux et conduit amoureux d'une jeune femme, qui était d'un milieu social très supérieur au sien et qui jugeait sans doute que avec un père prophète avait peu d'avenir. Mais avec un père raciste. Elle qui n'a pas eu le courage de ses amours. C'est ça. Son père. Il y a quelques témoignages là-dessus. Oui. Elle n'a pas eu le courage de ses amours. Oui, elle a obéi à la fois à son père et
Oui, parce qu'il y avait un contrat, déjà un contrat de mariage Oui. de fait, là. Hein? Oui, oui. Ah oui, oui. Puis son père n'a pas voulu parce que c'était un autochtone, métis. un métis. Mhm. Il n'a pas voulu. Il a été rejeté, comprends-tu? Il a trouvé ça dur, cette expérience-là. Là. Je pense qu'on peut dire que c'est son premier vrai chagrin. D'amour, je pense que oui. Hein? Son premier vrai chagrin, sa première grave blessure. Oui. Ouais. Il y en a eu un autre par après, aux États-Unis. Corrige-moi, Jean, si je me trompe. Belle humeur. Oui, exact. Monette Belle humeur. C'était quasiment la même affaire. Là. Non, mais c'est la mère de ses enfants. Oui, la troisième. Mais avant elle, il y en a eu un autre dans non, l'Ouest. alors c'est pas Monette Belle humeur, c'est une autre. C'est une autre. Oui. L'autre, avant, Mm. aux États-Unis, je pense, je ne me souviens plus dans quelle place, là, Mm. c'était la même situation. Parce qu'il était un métis, le père n'a pas voulu. Mm. Donc, ça, C'est la une histoire deuxième. assez classique. Oui, Le fameux Pontiac a eu la même histoire. Il a été rejeté, puis... moi, c'est pour ça. trahi. C'est pour ça que j'ai marié une métisse. J'étais sûr qu'elle m'aurait dit oui. Le père, il l'était aussi. Un homme prudent. Non, tu sais, j'ai appris, Louis. Gabriel, notre maître. Vous l'avez pas fini pendu. Attends, t'as encore du temps devant toi. Encore du temps devant, oui. Monsieur, on va prendre 2 minutes, on va aller à la pause.